Bonjour à toutes et à tous. Face à la situation dramatique que vivent les populations de Mongo, le groupe parlementaire ANC a interpellé les membres du gouvernement. Et ce sera cet après-midi à 15h lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. L'article 497 du nouveau code pénal continue de susciter des réactions. Et après les organisations de presse, les organisations de défense des droits de l'homme, c'est au tour du MMLK, du pasteur Edo Komi, d'organiser une marche à Lomé vendredi prochain pour dire non à cet article. Quels sont les sujets auxquels nous allons nous intéresser au cours de cette émission ce matin? Et je suis justement en studio avec Credo Tété, patron du journal Le Médium. Credo, bonjour. Bonjour Anita. Et Idelphonse Akpaki, responsable de Togo Vision ici au Togo. Idelphonse, bonjour. Bonjour Anita, ça bonjour. Oui, ça fait un moment, mais lorsque le devoir nous appelle, on répond toujours. Voilà, Credo, on commence par votre une. Je vois ici politique de développement du réseau routier au Togo. Je m'appelle Seko BTP, c'est-à-dire. Je m'appelle Seko BTP, donc c'est pour dénoncer le caractère de omnipotent, omniscient et omniprésent de l'entreprise Seko BTP sur tous les chantiers de développement du réseau routier. Et il faut dire que c'est une entreprise qui certes a du matériel, mais qui ne répond pas dans la finition des travaux dans le délai imparti. Donc c'est une entreprise qui certes bénéficie du préfinancement, mais cet avantage de préfinancement à l'avant, mais qui ne réalise jamais les travaux dans le délai. Donc nous sommes dit, nous interrogeons sur le fait que ça soit de tout temps cette entreprise Seko BTP qui est la plupart des chantiers du développement du réseau routier. Donc je m'appelle Seko BTP pour dire que Seko BTP, on donne l'impression que Seko BTP est la seule entreprise qui peut faire nos travaux routiers. Et voilà, Idelphonse, vous avez un mot à placer par rapport à cet article de Credo? Ça fait sourire quand on parle de Seko BTP avec les chantiers qui sont ouverts par-ci par-là et qui ne finissent jamais. Mais avec Seko BTP, les questions qui ont été posées par Credo, je vais en rajouter quelques-unes qui sont les vrais propriétaires de cette entreprise, qui en sont les vrais actionnaires. C'est la question qu'il faut se poser, ou bien des questions qu'il se faut poser. Et quand vous vous posez ces questions, lorsque vous aurez les réponses, sachez très bien que même quand cette entreprise a tout le monopole qu'il faut, les engins qu'il faut, et que, ayant pris langue avec les autorités en place pour livrer le travail à un délai donné, et qu'après on se rend compte que ce délai imparti est déjà épuisé et qu'on ne dit rien, posez-vous la question de savoir qui en sont les auteurs. Voilà, on se pose la question justement. Et l'autre titre, Credo, c'est politique, économie, l'activité des importateurs et des établissements de vente au détail de produits carnés mis en mal par la direction de l'élevage. Et l'article est à lire à la page 5. Oui, justement, c'est un dossier très sensible, c'est un dossier qui heurte la conscience de l'humain. Et il se passe des choses vraiment incroyables à la direction de l'élevage, qui est dirigé par le docteur Bataoui Komon Batassé. Donc là, nous disons que avec l'activité des importateurs et des établissements de vente au détail de produits carnés, donc les produits carnés, c'est les produits congelés, c'est les produits halieutiques, est mise à mal par la direction de l'élevage. Pourquoi? Parce que selon l'arrêté du 20 juin 2014, les établissements, les importateurs et les détaillants, les ventes au détail ont des frais, un montant précis selon la taille de l'établissement à payer pour avoir l'agrément. Par exemple, pour ceux qui paient les 300 000 francs CFA pour avoir l'agrément, ça a une validité de 4 ans. Mais on a remarqué dans les pièces comptables de la direction de l'élevage et auprès des frigos et puis des établissements de vente au détail qu'on fait payer parfois en l'espace de 2 ans et demi, 2 fois le même agrément, le même montant à
des établissements. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la descente sur le terrain des inspecteurs de la direction de l'élevage, on assiste à du harcèlement, à des abus et à la corruption. Donc il y a beaucoup de faits. Et pas plus tard que hier, il y a la plupart des établissements de vente de produits de congelés dans Agoué ont été fermés. Pour quelles raisons? Mais alors qu'en faisant ce dossier, je rappelle que nous avons eu hier à 17h34 au téléphone le docteur Batawi pour nous enquérir. Donc il n'a pas démenti les choses, mais nous a dit peut-être que c'est un mauvais comportement de ces jeunes inspecteurs qui sont sur le terrain. Mais là, nous ne voyons pas les jeunes inspecteurs. C'est trop facile de jeter l'anathème sur les jeunes inspecteurs. Mais lorsqu'on est directeur d'une structure, donc il va falloir mettre les garde-fous. Si nous faisons encore toujours référence à cet arrêté du 20 juin 2014, dont le directeur dit que cet arrêté a été suspendu par le ministère des Finances. Pour quelles raisons? Et non seulement ils disent qu'ils attendent au cours des prochains conseils de ministres qu'il y ait un décret qui réglemente l'activité. Nous nous interrogeons, le décret n'est pas encore pris. Pourquoi est-ce qu'on va suspendre un arrêté interministériel? Et là, lorsque vous voyez même le rapport d'audit des établissements, le rapport qui a été commandité et dont les résultats ont été communiqués en février 2015, on se base sur un arrêté de 2007 pour pouvoir faire un rapport d'audit. Donc c'est dire qu'il y a tout un flou et cela laisse place à des suspicions de corruption au sein de cette direction. Mais ce qui touche, ce qui frappe, c'est toutes les souffrances qu'on endure à ces entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs aussi parce que l'État ne peut pas seul engranger toute la masse salariale. Les gens créent leurs entreprises, les gens développent leurs activités, mais il y a au sommet d'une direction des habitudes qui ne sont pas catholiques et qui ralentissent les activités de ces entreprises et mettent à mal le mandat social du chef de l'État. Est-ce que le mandat social voudrait dire qu'il faut harceler, qu'il faut commettre des abus, qu'il faut faire dans la corruption? Si nous revenons même à l'arrêté du 20 juin 2014, dans son article dernier, on dit que, parlant des recettes pour les redevances, que la direction générale du Trésor de la comptabilité s'en charge ensemble avec la direction de l'élevage. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que le Trésor, la direction du Trésor de la comptabilité publique a l'obligation de créer une régie de recettes pour le compte de la direction de l'élevage. Donc ce qui voudrait dire que ce ne sont plus les agents de la direction de l'élevage qui vont percevoir les frais d'agrément, et c'est l'officier de la régie qui perçoit et ça va directement au trésor pour une traçabilité. Mais en faisant ce dossier, nous nous sommes confrontés à deux situations. Nous avons vu des reçus pour avoir des agréments provisoires, des reçus émanant de la direction du trésor de la comptabilité publique, de cette régie de recettes qui devrait faire son travail, mais il y a des reçus parallèles qui sont délivrés par la direction de l'élevage avec le cachet sans disons l'identité de celui qui encaisse. Donc sur un simple papier en tête, donc on donne des trucs là. Donc on se pose la question, où est-ce que ces fonds vont, les fonds qui sont payés au niveau de la direction de l'élevage par les responsables de ces frigos, de ces établissements de produits carnés, où est-ce que ces fonds vont? Et ce qui inquiète, c'est le harcèlement qu'on exerce sur ces sociétés afin de rapidement rentrer dans des fonds. Donc on se demande même où vont ces fonds que perçoivent la direction de l'élevage sous la responsabilité de M. Batawi. Ildefonse, vous avez un mot à placer par rapport à ce dossier? Je crois que Credo a été bien informé de ce dossier qu'il a fait paraître dans son journal. Ce que je voudrais ajouter, il a fait tout à l'heure allusion au mandat social du chef de l'État. C'est ce qui m'a intéressé. Ça m'intéresse à plus grand titre parce que depuis que ce mandat a commencé, ce mandat que l'on a qualifié de mandat social, on se rend compte que c'est justement le contraire de ce qui se passe. C'est-à-dire? Ce mandat, contrairement aux autres mandats antérieurs, n'est pas du goût de la population togolaise quand je fais remarquer que tout au début, il y a la vie chère et puis après, c'est le grand banditisme avec tout son cortège d'insécurité, de braquage et autres. Ajouté à l'oppression
que vivent les populations togolaises, je voudrais parler des populations, ou bien prendre l'exemple des populations de Mango. Vous voyez comment ce mandat que l'on qualifie de social a débuté, continue, et peut-être s'achèvera, parce que jusqu'à preuve du contraire, la vie chère, elle est là, le grand banditisme est toujours présent, et l'oppression des populations continue. Mais les responsables en charge de la sécurité ont promis faire quelque chose. Hier, si vous permettez, j'ai suivi 2 ministres de la République togolaise sur un certain nombre de chaînes de radio et de télévision. Mais je vous avoue que je n'ai pas été satisfait de ce que ces ministres ont servi aux populations. Je voudrais ajouter à ce que Credo a écrit que tout ce qu'il a relevé comme manquement relève d'une mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance, nous la remarquons parce que les premières autorités togolaises ont refusé de laisser place à la décentralisation. Si les populations ont la charge de la gestion des affaires qui les concernent et que le tout revient au sommet, je pense que ça marchera. Mais si tel n'est pas le cas, tout ce dont nous faisons face aujourd'hui, l'oppression des populations, celle de Mango est venue parce qu'on a voulu réhabiliter une faune. La faune de Loti qui donne un souvenir amer et sanglant. Voilà, Ildefonse, puisque vous avez déjà entamé le sujet, 5 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan des affrontements qui a eu la semaine dernière à Mango. Quels sont vos sentiments? Vous avez déjà abordé le sujet, donc on continue. Je reprends donc. Ok. Je ne comprends pas pourquoi les autorités togolaises ont opté pour le fait qu'on envoie les forces de sécurité et militaires pour des missions de bons offices, spécialement ces missions de paix à l'étranger, et que ces mêmes forces, pour agir à l'intérieur, deviennent des forces nuisibles aux populations togolaises. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne peux même pas comprendre la présence des militaires pour, soi-disant, sécuriser, quadriller, ou bien, je ne sais pas quoi. Ça dit, moi je ne comprends pas. Je disais tout à l'heure que j'ai entendu 2 ministres, le ministre de l'Environnement, M. André Johnson, et le ministre de la Sécurité, M. Jacques Damran, hier. Mais j'avoue que j'ai été sidéré. Sidéré parce que le ministre de l'Environnement disait que les démarches ont été faites auprès des populations de Mango pour leur expliquer le bien fondé de la réhabilitation de la faune. Mais toutes les informations et les images qui nous reviennent de Mango prouvent à suffisance que c'est toute la ville de Mango qui s'est opposée à la réhabilitation de la faune de Loti. Parce que dans un passé, cette faune, le rôle qu'elle a joué, vous l'avez dit tout à l'heure, dans la mémoire collective, ce n'était pas ça. On ne peut pas comprendre que juste parce qu'on a abattu un animal dans la faune, qu'on va chercher la viande dans les casseroles des habitants de Mango. Et quand on trouve une viande de brousse dans la casserole, dans la marmite, dans la sauce d'une population, on la prend, on l'attache à l'hélicoptère et arrivé dans la faune, on détache la corde et on fait tomber la personne. Ça dit qu'on offre la personne en pâture aux animaux. Il y a eu ce cas, il y a eu les cas où le système était l'exécution à peloton, où on a envoyé des populations à côté des étangs, on les a fusillés.
Mais tout ça, là, les populations en ont gardé. Le ministre de l'Environnement, je crois, un ami à moi, m'a surpris. J'ai été très surpris de ses propos. Et je suis désolé, je suis extrêmement désolé que M. André Johnson s'est prêté à ce jeu. Parce que, étant le ministre de l'Environnement, il faut qu'on le dise. Je l'ai toujours dit et je le dirai. Je ne serai jamais complice de l'arbitraire, de l'injustice et d'une quelconque violation des droits d'un citoyen togolais. C'est ma prière de tous les jours. Que Dieu m'entende. Et voilà, il va vous entendre, je l'espère aussi. Credo, dites-moi, comment peut-on expliquer la présence des militaires pour une manifestation, je crois, pacifique? Non, je crois que rien ne saurait justifier la présence de militaires. Moi, je m'attendais à ce que les forces de maintien de l'ordre, ceux qui sont formés pour maintenir de l'ordre, soient sur le terrain. Et ça pose un problème. Je me dis, est-ce que les différents ministères ne compliquent pas la vie à celui qui occupe le fauteuil de la sécurité, de la protection civile? Parce que lorsque les gaffes sont commises, c'est lui qui est envoyé sur le terrain, et lorsqu'il y a des débrayages, c'est lui qu'on voit. Au-delà de ça, je voudrais dire, au-delà de tous les affrontements, il se pose un problème de gouvernance et de gestion des projets. Est-ce que le projet tel que exposé après les affrontements de Dapaon, est-ce que tous les gants ont été pris? Est-ce que tous les gants ont été mis avant qu'on en arrive à cette situation-là? Nous disons, il faut le dire franchement, le ministère de l'Environnement que dirige le ministre André Johnson n'a pas fait son travail. J'ai eu comme l'impression que ses collaborateurs ont contribué à ce qu'il soit engouffré. Sûrement qu'ils ne lui ont pas dit la vérité, les ressentiments des populations. Parce qu'on nous a dit que des études ont été faites, des approches ont été accomplies. Mais si réellement on a approché les autochtones de ce milieu, tout ce qu'ils ont comme ressentiment aujourd'hui exprimé sur la place publique, ils les auraient exprimés dans un cadre et on va essayer de trouver des solutions avant la matérialisation, avant même un début de matérialisation de ce projet d'air protégé. Donc c'est dire que le travail n'a pas été fait convenablement à la base. Et si à entendre le ministre André Johnson sur certaines radios, moi j'ai compris le rôle qu'il joue, donc il ne veut pas exposer ses collaborateurs, donc il encaisse. Mais il a la capacité d'encaisser jusqu'à quand? Donc il va falloir situer les responsabilités dans cette affaire-là. Aujourd'hui, avec les 5 morts que nous avons, c'est sur la conscience de tous les Togolais. On aurait pu éviter ces morts si on avait pris les dispositions, si on avait préalablement fait le travail comme cela se doit, si on avait communiqué avec les autochtones. On ne communique pas avec les gens et puis du jour au lendemain, on descend sur le terrain, on dit qu'on veut matérialiser un projet. Alors que les bénéficiaires même du projet sont là. Vous ne leur expliquez rien. Et je crois que aussi des éléments militent à ce que on ne puisse pas accorder des circonstances atténuantes au ministère de l'Environnement. Parce qu'en agissant ainsi, en provoquant ces affrontements qui ont débouché sur 5 morts, c'est comme si les acteurs de ce ministère ont délibérément occulté l'histoire de notre pays. Parce que l'histoire de la faune sous le colonel Djoua, tout le monde le sait. Même pour ceux qui n'étaient pas nés en ce moment-là, je crois que leurs parents, avec cette histoire-là, ou bien avant même cette histoire malheureuse, leur en ont parlé. Qu'est-ce qu'on a fait en tant que spécialiste au niveau du ministère de l'Environnement pour qu'on arrive à cette situation? Le ministre André Johnson, c'est un ministre que je respectais, que je continuerai toujours pas respecter, mais cette fois-ci avec des bémols, parce que je dis qu'il n'a pas été assez vigilant. Et à l'entendre hier sur certaines radios, c'est la mort dans l'âme, avec peine qu'il essayait de justifier l'injustifiable. Il tentait, il se démenait pour défendre ses collaborateurs, pour ne pas les exposer, mais il faut le dire, est-ce que lui-même, en tant que premier titulaire de ce portefeuille, est-ce qu'il a eu à faire des déplacements dans la zone pour prévenir tout ce que nous avons comme tension sociale, tout ce que nous avons comme braquement d'esprit? Donc il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas lui seul qui récolte les mauvais fruits qui ont été semés, mais c'est tout le gouvernement, c'est tout le pouvoir exécutif. Et c'est le ministre
de la sécurité qu'on est en train d'exposer ainsi, alors que lui n'a rien fait. Mais heureusement que le ministre de la Sécurité aussi a pris des dispositions pour mettre aux arrêts de rigueur les éléments indélicats qui ont contribué à causer tout ce qu'on a comme dégâts et puis comme morts. Mais nous allons demander à ce que la procédure aille à son terme et que ces personnes, lorsque reconnues vraiment fautifs, vraiment coupables des faits qui leur sont reprochés, puissent subir la rigueur de la loi. C'est ainsi qu'on peut commencer à établir un état de droit dans notre pays. Mais au-delà, il faut le dire, pour une fois, et avec tout le respect, je salue la promptitude avec laquelle le chef de l'État a tenu une réunion de crise le samedi dernier. D'importantes décisions ont été prises. Et j'ose comprendre plutôt que c'est suite à cette réunion de crise que nous avons remarqué la descente sur le terrain, sur les médias, des ministres. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui a fait une conférence de presse, il y a les deux ministres qui ont fait le tour des médias. Et cela, c'est ce qu'on demande aux ministres du gouvernement. Parce que chaque ministre a une lettre de mission. S'ils se mettaient seulement à communiquer au moins une fois par mois sur ce qu'ils sont en train de faire dans leur département ministériel, les projets qu'ils entendent mettre en œuvre, je crois qu'avec la contribution de l'intellect togolais, on peut mieux recadrer les choses qui sont recadrables. Mais il faut saluer leur sortie, même si on dit que c'est venu assez tard. C'est l'occasion de les appeler, tous les membres du gouvernement, à s'ouvrir, à sortir de leur bureau pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et demander aussi au Premier ministre d'évaluer les ministres à travers leurs lettres de mission. On ne l'a jamais fait. Il faut qu'on les évalue. Et ce qui s'est passé le samedi dernier à la présidence, quand le chef de l'État a convoqué cette réunion, j'ose considérer cela comme un début d'évaluation de l'ensemble du gouvernement et que le chef de l'État va garder cette ligne jusqu'à ce que les ministres comprennent qu'ils sont là pour servir le peuple et qu'ils doivent faire des projets certes, mais pas faire des projets qui puissent mettre en difficulté et le pouvoir et les populations surtout. Et voilà, Ildefonse, vous avez un mot à placer par rapport au développement de Credo? Oui, j'ai suivi avec intérêt Credo et je voudrais agir et relever quelques points sur ce qu'il a dit. En parlant des morts, Credo a dit que c'est des morts qu'il faut mettre sur la conscience de tout le monde. Mais moi, je voudrais que ces morts soient plutôt mis sur la conscience des autorités de ce pays. Parce que si les décisions idoines étaient prises en amont, on ne devait pas assister à ces morts gratuits. C'est des morts gratuits. La promptitude du chef de l'État, je peux le comprendre. Parce que c'est lui le chef suprême des armées. Et aujourd'hui, ceux qui ont semé la terreur et la désolation au sein des populations de Mango, ce sont les militaires. Les explications des ministres, oui, mais je ne voudrais pas que ce soit des mensonges. Je n'ai pas compris le ministre de la Sécurité hier quand il justifiait le fait que les tirs sont partis parce que 2 militants voudraient arracher des fusils aux militaires. Non, il a employé le conditionnel. Il n'avait pas affirmé. Quel que soit le temps employé par le ministre de la Sécurité, je voudrais juste rappeler ou bien rafraîchir la mémoire de l'autorité en charge de la sécurité, d'abord sur ce cas-là, parce que je le mets moi-même entre guillemets, je ne suis pas tellement sûr que c'est le fait ou bien dans l'action de l'arrache de l'arme que les tirs sont partis et ont fait des victimes. Parce que à Gléy, lors de la manifestation des élèves, les militaires ont opéré de la même manière. On nous a juste parlé des décès de ces concitoyens, de ces compatriotes qui voulaient juste user de leurs droits de citoyenneté et qui sont partis dans l'au-delà. À Gléy, il y a même eu violation de domicile où les militaires sont rentrés dans des domiciles des gens qui ont violenté, passé à tabac des gens. Mais je n'oublie pas que dans ce même pays où les journalistes ont voulu manifester, il y a eu des gardes-côtes qui ont tiré sur nous. Est-ce que les journalistes voulaient aussi arracher des armes là
Je n'ai pas oublié la première sortie du Cap 2015, où les journalistes que nous avons été chahutés par les militaires. Je voudrais qu'on me dise ce que ça représente, la présence des militaires lors des manifestations. Parce que j'ai pu parcourir la loi fondamentale togolaise. Nulle part, il n'est écrit qu'il faut faire sortir et les blindés et les militaires pour quadriller ni pour sécuriser les manifestations. Le rôle régalien de l'armée, que nous appelons communément la Grande Muette, c'est la défense et la protection de l'intégrité territoriale. Ce n'est pas la sécurisation des manifestations. Et je crois aussi savoir que l'unité la plus organisée et disciplinée au monde, c'est l'armée. Qui sont ceux qui donnent ces ordres-là aux militaires de sortir pour faire ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce le chef de l'État? Parce que c'est lui le chef suprême de l'armée, conformément à l'article 72 de la loi fondamentale togolaise. Qui sont ceux qui donnent ces ordres-là pour qu'on fasse sortir les blindés? On me dit souvent que ce sont des éléments incontrôlés. Voilà pourquoi j'ai dit l'unité la plus disciplinée au monde, c'est l'armée. Mais si sous feu le général Eyadema, on nous a servi ce thème, ce sont les... Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des éléments incontrôlés. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en 2015, où les mentalités ont évolué, qu'on nous dise encore que dans notre armée, il y a des incontrôlés. Et ces incontrôlés, remarquons, n'ont jamais agi contre l'autorité, mais contre les populations qu'elles sont censées protéger conformément à la loi fondamentale. C'est ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi je pose la question de savoir qui sont ceux-là qui leur donnent l'ordre de sortir. Aujourd'hui, nous déplorons des morts. Il y a une équipe qui s'est rendue à Mango, qui nous a fait le feedback de tout ce qui s'est passé. Mais on nous dit que c'est insoutenable, ces images-là, de ces blessés que nous avons dans les hôpitaux à Mango. Qui sont ceux qui les ont blessés? Ce sont les militaires. Les militaires. Alors que le rôle régalien des militaires, ce n'est pas de bastonner et d'oppresser les peuples, mais c'est de protéger. Pourquoi ça au Togo? Pourquoi? La question reste posée, Ildefonse Credo. La première réaction des autorités, c'était que la manifestation du 6 novembre dernier n'était pas autorisée. Et même si la manifestation n'est pas autorisée, est-ce une raison pour réprimer de la sorte les manifestants? Non, je dis, pour une manifestation qui n'est pas autorisée, elle n'est pas autorisée, mais on ne peut pas justifier une répression. Donc je me dis, est-ce que la répression même, est-ce que c'est le bon terme qu'on doit utiliser dans ce cas d'espèce? Mais toujours est-il, comme le disait mon confrère Ildefonse, personne ne peut soutenir la descente sur le terrain des militaires. Personne ne peut soutenir cela. Je parlais tantôt dans mon développement sur cette question de Mango, de la présence des forces de maintien de l'ordre. Ce sont les forces de maintien de l'ordre qui sont censées encadrer les manifestations de rue. Comment est-ce que les militaires se sont retrouvés, ou bien se seraient retrouvés sur le terrain parce que je n'y étais pas? Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés sur le terrain jusqu'à participer à ce dont on les accuse? Mais je voudrais nuancer un peu pour dire, nous avons tous suivi le développement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile hier sur des chaînes concurrentes, et le ministre disait que, comme l'a raconté Ildefonse, que cela, les coups de feu seraient partis de la tentative, suite à la tentative de deux jeunes d'arracher
l'arme aux militaires et autres là. Donc je dis, ce n'est pas une invention, bien ça ne peut pas être une invention de la part du ministre de la Sécurité. Sûrement que c'est le rapport qui lui a été fait, parce que... Il a même dit que l'un des jeunes a reconnu. Oui, donc là, tu ne fais que corroborer ce que je suis en train de dire, pour dire qu'en fait, en affirmant cela, ce n'est pas une invention de l'esprit du ministre, cela ne fait suite qu'à un rapport qui a été fait au ministre. Disons-nous, que ce soit les militaires, les forces de l'ordre ou les forces de sécurité, il y a ce qu'on appelle le compte rendu qui doit être fait automatiquement. Mais des fois, nous sommes des humains. Ces comptes rendus peuvent aussi tronquer. Je ne dis pas que c'est ce à quoi nous assistons. Donc c'est pour nuancer. Mais le fait pour le ministre de dire que selon les informations qui lui sont parvenues, voilà la situation, et plus loin, d'ajouter qu'un des jeunes mis en cause, ou bien un des jeunes qui a été interpellé, a reconnu les faits et autres là. Mais je me dis, au-delà de toutes ces affirmations-là, est-ce que l'agent de sécurité n'a pas d'autre moyen de maîtriser l'élément, le jeune? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de défense que de laisser son doigt appuyé sur la gâchette? Est-ce qu'au niveau même des forces de maintien de l'ordre et de la sécurité, il n'y a pas un peu de laisser aller, un peu de laxisme? N'oublions pas, l'autre aspect, l'autre élément qui ne plaide pas à ce qu'on soutienne mordicus cet argument, c'est que le préfet de Loti serait encore habillé. Le préfet de Loti serait encore habillé. Est-ce que le préfet de Loti même a pris les dispositions à temps pour qu'on évite ce genre de situation? C'est vrai qu'il y a eu des échanges de correspondance, comme l'a dit le ministre de la Sécurité, entre ceux qui demandaient à organiser et le préfet en personne. Mais l'autre fois, on a reçu le téléphone, le préfet, et il disait qu'il ne savait même pas s'il y avait eu des blessés. Nous n'avons pas compris sa réaction. Non, mais c'est pas seulement sur Radio KNTB que nous l'avons suivi, donc il a appelé sur une autre radio aussi, et nous nous sommes dit, c'est lui qui représente le pouvoir exécutif, c'est la première autorité locale. Et affirmer dans son fauteuil, au téléphone, des choses ainsi, donc cela dénote de la méconnaissance de sa responsabilité sociétale en tant que préfet de Loti. C'est un monsieur qu'on ne doit pas excuser. C'est un monsieur qu'on ne doit pas excuser parce que même s'il nous dit, ou bien même s'il fait le rapport à ses supérieurs, que voilà, c'est une association illégale après des recoupements. Mais quelles sont les dispositions qu'il a prises? C'est vrai qu'il a envoyé une lettre, et dans cette lettre, il exprimait sa disponibilité à des échanges. Mais est-ce qu'il a pris la peine, en tant que père de famille, d'appeler ces manifestants qui voulaient manifester à une table de discussion pour recueillir leur désapprobation et essayer de rendre compte à sa hiérarchie? Est-ce qu'il a fait le travail préalable? Non. C'est là où il faut s'interroger également sur, disons, la dictature ou bien l'impression de suprématie que certains préfets développent dans leur contrée. Ils se croient tout permis. Donc c'est comme s'ils ne doivent pas rendre compte. Alors que les préfets sont sous le ministre de l'administration territoriale. Et un préfet ne peut pas prendre d'initiative sans avoir reçu l'aval de son supérieur. S'il le fait, c'est qu'il est en tort. Mais est-ce que ce préfet, qui est toujours imbu de sa personne, lorsque on le questionnait même sur les radios donc NTB, vous aurez remarqué une certaine insolence. On a l'impression qu'il ne maîtrise pas la situation. Non, c'est pas une impression qu'il ne maîtrise pas. Peut-être que la situation aussi l'a surpris. Il ne pensait pas qu'il y aurait cette résistance-là et qu'il déboucherait sur ces catastrophes. Mais, logiquement, avec cet air serein, il a voulu donner l'impression, parce que je me dis que c'est en ce moment-là où les dégâts ont commencé qu'il a mesuré l'ampleur de ses propres dégâts. Et là, c'était trop tard. C'était trop tard. Donc, on doit pouvoir contrôler les préfets et éviter cela, si on pourrait le faire, éviter de militariser nos préfectures. On n'a pas besoin de corps habillés à nos préfectures. Mais il y a des gens qui sont sortis de l'École nationale d'administration, qui connaissent l'administration, des gens qui sont là, qu'on n'utilise pas, qui connaissent leur matière.
Mais quelle est cette tendance à vouloir militariser la plupart des préfectures? Voilà les situations qui arrivent. Voilà les situations qui arrivent. Et le tort, on doit cesser d'accuser à tort le chef de l'État, même si c'est lui le premier responsable du pays. Mais je dis que les collaborateurs qui l'entourent, certains ne sont pas de bonne foi. C'est comme si, avec la dénomination de son mandat social, c'est comme si certains de ses collaborateurs n'ont pas compris ce qu'on met dans le mandat social, ou bien ils l'ont compris de travers et ils font tout pour hypothéquer ce mandat social-là. Le mandat social ne sera pas hypothéqué de toutes les façons. Ildefonse, vous avez eu des réactions par rapport au comportement du préfet. Oui, je voudrais juste m'appesantir sur ce point, comme l'a dit Credo tout à l'heure. Et je voudrais dire que le fait même de militariser les préfectures togolaises, cela n'a pas de sens. Parce que tous ces préfets militaires qui ont été nommés sont nommés en violation de la loi fondamentale togolaise. Parce que la profession ou bien le titre de préfet est incompatible à la fonction militaire. Et ça, c'est une violation perpétuelle de la loi fondamentale togolaise que nous observons de la part de ceux qui dirigent cet État. Je voudrais aussi relever un caractère, parce que hier, dans les propos du ministre de la Sécurité, il disait en substance que l'association qui a demandé à manifester n'est pas reconnue par l'État. Parce que, quelque part, on a fouillé dans le registre au ministère de l'Intérieur, l'association One Bloc, puisque c'est le nom de l'association, n'y figure pas. Mais comment se fait-il que, jusqu'au moment où le chef de la sécurité du Togo nous parlait, qu'on ne soit pas à même de nous dire que ceux qui sont les premiers responsables de cette association-là et qui ont appelé à manifester n'ont pas été arrêtés? Parce qu'il a dit, quand il a fait le déplacement sur Mango et qu'il a demandé au maire d'appeler les responsables, ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Je voudrais aussi m'appesantir un tout petit peu sur les moyens utilisés par les forces de sécurité. Quand nous les appelons forces de sécurité, c'est pour sécuriser. Et quand il faut sécuriser, je crois savoir, pour un policier ou un gendarme qui est envoyé, ou l'unité qui est envoyée pour sécuriser, lorsque l'on veut faire valoir des termes de sécurisation, cet agent-là doit être muni, d'armes à eau d'abord, de matraque. Et quand on veut disperser la manifestation qui prend de l'ampleur de violence, on fait usage de gaz ou de grenades lacrymogènes ou de grenades à fragmentation. Mais on n'a jamais accepté qu'on aille disperser une manifestation, qu'elle soit autorisée ou pas, avec des armes à feu, comme on l'a vu la dernière fois. Et toutes les fois que l'on envoie les agents de sécurité à une manifestation armée d'armes de guerre, puisque le ministre a parlé hier de fusils à pompe, et après il a parlé de FAC. C'est des armes de guerre. Qu'est-ce que ces armes de guerre-là vont chercher dans une manifestation pacifique? Voilà. Au-delà même de ce que le confrère Credo a dit concernant le chef de l'État, vous savez, on m'a toujours reproché de calquer tout ce que je dis sur le chef de l'État. Quand vous prenez la loi fondamentale togolaise, vous verrez que c'est lui qui a presque tous les pouvoirs. C'est le chef de l'État. Il n'y en a pas. Deux, il n'y en a pas. C'est lui. Alors, j'ai toujours donné cet exemple à mes amis. Vous pensez que le jour où le Togo aura la Coupe du Monde,
et que les poulains togolais reviendront au bercail, la coupe sera remise à mon papa. C'est lui qui prendra la coupe. C'est le chef. Voilà, justement. C'est le chef de l'État. Qu'on accepte, qu'on dise que tout ce qui ne va pas dans notre pays incombe ou bien ressort de la responsabilité du chef de l'État. J'en ai pour preuve. Il y a 2 ans ou 3 ans, le chef de l'État nous a dit qu'il y a des surfacturations qui sont faites dans l'administration. L'administration togolaise est dirigée par le chef de l'État. Quelles ont été les instructions que le chef de l'État, ayant compris, parce que je suis sûr qu'avant qu'il ne se prononce, puisque c'est au cours d'un discours, d'une adresse à la nation, qu'il a dit qu'il y a des surfacturations qui sont faites dans l'administration. Cette administration qu'il est censé lui-même gérer, certainement que des investigations ont été faites et que le chef de l'État s'est rendu compte effectivement qu'il y a eu des surfacturations, du vol dans l'administration. Et quand il y a du vol, mais il est censé, il est le premier à dire ceux qui sont fautifs, ceux qui ont été responsables de ces surfacturations-là, faites-les emprisonner, faites-les comparaître devant la justice pour que l'on sévisse pour donner des leçons à ceux-là, aux autres. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait justement, juste pour ce point-là, où il a remarqué lui-même qu'il y a de la surfacturation qui est faite dans l'administration? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait donné des instructions aussi lui-même. Parce que, je rappelle encore, que quand vous prenez la loi fondamentale togolaise, celui à qui confère tous les pouvoirs, c'est le chef de l'État. Il doit sévir au lieu de dénoncer. Il a reconnu que la surfacturation n'est pas une bonne chose. Mais quelles ont été les instructions, les décisions, les sanctions portées à l'endroit de ceux-là? Mais c'est la même chose pour ceux qu'on arrête. J'ai cru entendre le ministre de la Sécurité dire hier à un Togolais qui a appelé au cours d'une émission et qui dit: Monsieur le ministre, on a comme l'impression que lorsque vous ouvrez les enquêtes, vous ne les fermez jamais. Il a répondu et j'ai noté: les enquêtes ont été toujours clôturées. Vous savez, ça m'a fait sourire. Le Togolais voulait poursuivre. Il dit: Monsieur le ministre, je suis très éberlué. Il dit: qu'en est-il de l'assassinat et des auteurs de M. Atoutia Agobli? Puisque les enquêtes ont été ouvertes et clôturées, que nous soyons à mesure aujourd'hui de savoir ceux qui ont attenté à la vie de M. Agobli, qui est un homme politique. Que nous soyons à même de savoir ceux qui, pendant une vingtaine de minutes, ont pris en otage et en respect les compatriotes à l'aéroport de Lomé, en prenant tout leur temps de dépouiller les commerçants des centaines de milliards de francs CFA. Il faut qu'on soit à même de nous dire aujourd'hui que les enquêtes qui ont été ouvertes dans le cadre de ces nombreux braquages ont été le fruit d'un travail minutieux qui a été fait et qu'aujourd'hui qu'on sache réellement qu'elles ont été clôturées et que les auteurs, les commanditaires de ces actes-là que je viens de citer ont été vraiment arrêtés, soumis à la loi. Ça n'a pas été le cas. Voilà pourquoi je dis, je suis très malheureux. Qu'on nous dise qu'on ira en prison pour des journalistes que nous sommes, je serais à même de dire que ce qui se passe là, qu'on le mette sur le dos de ceux qui dirigent ce pays. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, si on trouve des moyens pour disperser les manifestations de l'opposition, qu'on trouve aussi des moyens pour sécuriser les populations. Qu'on ne nous dise pas, quand il est question du grand banditisme, du braquage, qui sont pour la plupart soldés sur des assassinats, qu'il n'y a pas de moyens. Excusez-moi que je dise que tout cela
le chef de l'État n'est pas excusable. Parce que c'est lui le chef de la famille du Togo. Aujourd'hui, vous avez dit, n'eût été la promptitude du chef de l'État. Pourquoi il a pris la décision? Parce qu'il se sent concerné. Acceptons que nous disons que si le Togo ne va pas bien, c'est lui. Et je donne toujours l'exemple. Quand il a dit surfacturation, qu'est-ce qu'il a fait? Chez moi, on dit un voleur est un assassin. Ceux qui volent dans l'administration togolaise, si vous êtes avec eux et qu'ils se rendent compte que au lieu de 2 millions sur une facture, il écrit 6 millions, s'il le sait, s'il sait que vous savez, il peut vous tuer. Justement, vous avez assez compris, Ildefonse. Il y a une semaine que le nouveau code pénal a été adopté. Ce code, en son article 497, pose problème surtout à nous journalistes. Credo, où en êtes-vous aujourd'hui, vous en tant qu'ancien responsable d'une association de presse? Oui, Anita, avant de revenir à la question et puis de donner... Non, vous permettez que je dise rapidement, il y a Ildefonse qui a soulevé un aspect. Moi, je veux poser la problématique concernant le grand banditisme. Donc, quand on nous parle, on nous donne l'impression que l'effectif est insuffisant. Je le disais la semaine passée sur une radio, pourquoi ne pas déployer ce qu'on déploie dans la circulation pour emmerder les usagers de la route? Ceux qui sortent à partir de 7 heures, des fois à partir de 11 heures, et qui demandent à contrôler des pièces, ils sont aussi bien de la gendarmerie que de la police. Donc moi je dis, vu l'urgence de l'heure, est-ce qu'il faille dédoubler les éléments de la brigade motorisée qui sont postés au feu tricolore et qui font déjà ce travail-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser, vu l'urgence, ces éléments pour investir dans la sécurisation des populations togolaises? On nous dira, ou bien on nous dira qu'il y a des résistances, ou bien qu'il y aurait des résistances. C'est parce que ces éléments qui sont sur les routes et qui commettent des bêtises, qui provoquent parfois même des accidents, trouvent les 1000 francs, les 2000 francs à prendre, à soutirer aux usagers de la route, que sont les conducteurs, les taxis motos. Mais est-ce qu'on va rester impuissant devant ce genre de choses? C'est là où je voudrais inviter le ministre de la Sécurité afin qu'il puisse voir même dans le dispositif de déploiement et de sécurisation pour qu'un temps soit peu. Parce que le grand banditisme, nous ne souhaitons pas l'avoir durant toute l'année ou bien les années à venir. Mais lorsqu'il se pose un problème, qu'on prenne des mesures idoines. Moi, je pense à mon humble avis que ces personnes-là, ces éléments de la brigade routière ou bien de la direction de la sécurité routière, on peut les utiliser autrement pour la sécurité des populations que de les retrouver sur les voies en train d'arnaquer d'honnêtes citoyens. Là, 4 minutes pour dire ce qui se passe avec l'article 497. Hier, j'écoutais un de nos aînés, de nos confrères qui donnait un carton rouge. Son carton rouge aux journalistes, à ses confrères, soi-disant qu'ils n'ont pas bien lu, ils n'ont pas bien compris l'esprit de cet article 497. Je l'invite à nous expliquer ce qu'on met dans cet esprit d'article et que nous, qui avons été à l'école comme lui, n'avons pas compris. Donc nous disons qu'il ne faut pas revenir à la peine d'emprisonnement pour des délits de presse. C'est ce que nous disons. L'article 82 aussi le dit de notre code de la presse. Le problème est déjà résolu là-bas. Il y a des prérogatives. Si nous prenons la loi organique de la HAC, la loi organique de la HAC dispose que la HAC peut même aller jusqu'à la suspension en faisant les démarches idoines aussi au niveau de la justice. Mais qu'on puisse soutenir cette loi qui est assez vague, du moment où nous avons une loi spéciale qui a normalement primauté sur une loi générale, qu'on puisse encore en tant que professionnel des médias soutenir cela, je me dis, combien de choses allons-nous manger sur cette terre avant de partir dans l'au-delà? Donc il faut qu'on réfléchisse. Et si nous-mêmes les journalistes, nous n'arrivons pas à dire la vérité, à voir les choses en face, on ne va pas évoluer et on ne fera que tromper les pauvres populations. Donc il revient. J'ai eu dire que des responsables d'organisation étaient hier en réunion du côté de la maison de la presse. Ils vont se retrouver aujourd'hui. Nous sommes là en tant que
anciens responsables pour les aider dans les réflexions, mais nous leur disons de faire des actions idoines. On ne leur demande pas de faire des actions bouillantes et bruyantes, mais de faire des plaidoyers, des actions idoines pour expliquer au ministre de la Justice qu'il a fait du mauvais boulot, pour expliquer au chef du gouvernement qu'il a laissé un texte de loi qui est parti, mais qui ne fait pas une bonne publicité pour le pays, et surtout pour appeler le chef de l'État à ne pas promulguer cette loi intacte. Donc de demander une seconde relecture, ou bien une compréhension pour satisfaire ce confrère, ce dernier-là, qui est en train de se mirer sur une plage que nous n'avons pas encore au Togo. Donc il va falloir qu'on s'organise en tant que professionnels des médias pour défendre la corporation. Malgré tout ce que nous avons comme divergence, ce qui nous unit, ce qui nous réunit, c'est la profession que nous exerçons. Justement, il défend ça en 1 minute au maximum, en mot par rapport à cet article. Je crois que même avant l'adoption de cet article, qui est source de polémique, je peux même dire que avant cela, même lorsqu'on nous dit que le code de la presse est dépénalisé, les journalistes sont envoyés en prison. J'en ai pour preuve le cas de M. Lawson Boléo. C'est vrai que le code de la presse togolais est envié parce que ce code a été dépénalisé. Je trouve un tout petit peu rigolo le ministre de la Justice, qui est un magistrat, et qui sait très bien que la loi pénale est d'application stricte. Je ne peux pas comprendre un magistrat qui dit aux gens, le journaliste, une fois arrêté, lorsqu'il déclare son identité d'être journaliste, le juge lui dira, tu seras jugé en fonction du code de la presse. C'est une incongruité de la part d'un magistrat. C'est une incongruité. Voilà pourquoi quand il a dit ça, des éminents juristes qui étaient à l'Assemblée ont dit, monsieur le ministre, c'est bon, mais on voudrait qu'on ajuste juste sans préjudice au code de la presse et de la communication. Le ministre a refusé. C'est à partir de ce moment qu'on a compris que le vote même de l'article 497 sous-tend une nuisance des journalistes. C'est vraiment regrettable, comme l'a dit Credo. Et c'est regrettable qu'au sein même de la corporation, les gens trouvent que c'est une bonne chose. Je ne voudrais pas que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec ces journalistes qui supportaient Laurent Gbagbo, je ne voudrais pas que ce qui est arrivé aux journalistes qui supportent Blaise Compaoré leur arrive demain, parce qu'ils ont soutenu l'insoutenable. Voilà, Ildefonse, on vous a compris et merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie. Credo, merci d'avoir fait le déplacement. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.